Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de me recevoir pour parler du fond du projet présidentiel qui est essentiel pour vous, TPE-PME, qui êtes, je l'ai dit à de multiples reprises, les murs porteurs de l'économie de la France. Personne ne peut nier à la lecture de mes 144 engagements que mon projet économique est résolument tourné vers les TPE et les PME. Les différents gouvernements qui se sont succédés depuis plusieurs années ont fait, c'est vrai, plutôt les yeux doux aux grands groupes, avec toute une série de facilités qui ne sont pas allées, en quelque sorte, jusqu'aux TPE et aux PME. Or, ces grands groupes, certes, font le dynamisme de notre économie, mais en tant que dirigeante politique, je dois avant tout me soucier de ceux qui ont besoin d'être aidés. C'est un peu ça l'axe de mon projet. Ceux qui n'ont pas besoin d'être aidés font l'objet de toutes les attentions. J'avoue que j'ai du mal à comprendre cela depuis des années. Or, les grands groupes n'ont pas besoin de l'aide de l'État. Ils se débrouillent, somme toute, très bien tout seuls. Voilà pourquoi mon projet peut se résumer par les TPE et les PME d'abord. Il vise en effet à leur accorder une priorité dans toutes les politiques publiques. J'assume d'accorder davantage aux plus petits. J'assume de rompre avec l'égalité de traitement entre les PME et les entreprises du CAC 40, si tant est qu'il y ait une égalité, car on s'aperçoit bien souvent qu'il y a une inégalité au bénéfice des groupes du CAC 40 et au détriment des PME. Les PME ne peuvent pas être traitées de la même manière. Elles ne sont pas dans la même situation que les grands groupes. Elles font face à des difficultés de financement. Elles sont parfois placées dans une situation de dépendance vis-à-vis des grandes entreprises. Leur imposition effective est bien souvent supérieure et la multiplication des normes, il faut quand même se l'admettre, pèse beaucoup plus sur les PME que sur les grands groupes, puisqu'elles nécessitent souvent de mobiliser des salariés précisément pour répondre à cette complexité administrative. Les PME d'abord parce qu'elles sont, comme je vous l'ai dit, la richesse économique de la France, elles sont la matérialisation concrète du génie de nos entrepreneurs, elles font le dynamisme de notre innovation, ce qu'on oublie bien souvent de dire. Elles assurent le lien social et l'égalité territoriale par leur présence sur tout le territoire français, mais elles font aussi la réputation de la France dans le monde. Elles assurent la transmission de notre patrimoine et de notre savoir-faire aux générations futures. En somme, elles sont donc l'âme économique de la France. 99% des entreprises, 95% des entreprises ont moins de 10 salariés, contre 83% en Allemagne. Je crois qu'il faut être conscient que chaque pays a aussi une identité économique et que vouloir à tout prix nier cette identité économique pour régulièrement aller prendre modèle sur l'étranger ne me paraît pas être une bonne chose. Il faut que nous nous appuyions sur nos propres atouts. Elle crée l'essentiel de l'emploi. 85% des emplois créés le sont dans des TPE-PME. Ça a en tout cas été le cas entre 2002 et 2010. Et près de la moitié des emplois en France sont précisément dans les TPE. Ce sont des emplois de qualité, des emplois évidemment bien souvent non délocalisables. Et je suis désolé, mais moi, en tant que candidate à la présidentielle, c'est quelque chose qui pour moi a une importance fondamentale. Des emplois à forte valeur ajoutée. Alors, elles sont pourtant, comme je l'ai dit, les grandes oubliées des politiques publiques, notamment en matière de fiscalité. Alors, parlons un peu de fiscalité. La fiscalité des entreprises a constamment été modifiée, remaniée, remaniée. Et ça crée évidemment un énorme problème pour une raison simple, c'est que je pense que les chefs d'entreprise que vous êtes ont besoin, comme les ménages d'ailleurs, d'avoir une visibilité sur l'avenir, d'avoir une sécurité fiscale, savoir comment investir, c'est aussi savoir quelle fiscalité va vous être appliquée. Or, c'est vrai que ces modifications multiples au fur et à mesure du temps ont rendu l'avenir totalement aveugle. Et c'est quelque chose qu'il va falloir changer. De 2011 à 2013, les impôts sur les entreprises ont augmenté de 35 milliards d'euros pour ensuite baisser de 25 milliards d'euros jusqu'à aujourd'hui. Alors, on peut se poser la question de savoir quelle est la cohérence, encore une fois, de ces modifications. Résultat, une croissance atone et des carnets de commandes qui se vident parce que les impôts des ménages aussi ont explosé.
j'ai souvent eu l'occasion de dire, le meilleur moyen de tuer une entreprise, c'est de tuer ses clients. Donc après avoir parlé de ce qui vous concerne directement, on aura peut-être l'occasion de parler des mesures que j'entends mettre en œuvre pour le pouvoir d'achat des Français, parce qu'encore une fois, plus le pouvoir d'achat s'effondre, plus les entreprises en subissent directement les conséquences. Donc la première proposition, c'est d'arrêter la bougite fiscale en assurant la stabilité des règles, leur prévisibilité et leur visibilité, après bien entendu des concertations utiles. Je crois que c'est la condition du retour de la confiance et de relations apaisées. Concernant l'impôt sur les sociétés, les entreprises françaises souffrent d'un impôt sur les sociétés qui est excessif au regard de ce qui se pratique ailleurs. Je pense que chacun est d'accord, enfin la plupart sont d'accord sur ce sujet, mais celles qui en souffrent le plus, ce sont précisément les PME. Elles supportent une imposition plus forte que les grandes entreprises, sans parler des multinationales qui pratiquent l'évitement fiscal pour ne payer quasiment aucun impôt, alors même que leur chiffre d'affaires est réalisé sur le territoire français. À la différence des multinationales, elles ne peuvent pas pratiquer l'optimisation fiscale, elles ne peuvent pas s'adonner à l'évasion fiscale. C'est ainsi qu'une étude du Trésor de 2014 avait révélé que le taux d'imposition moyen des PME était de 32% quand les grandes entreprises voyaient leur taxation baisser à 22%. Les grands groupes font peser sur les PME une charge fiscale qu'elles ne devraient pas assumer. Parce que je suis désolé d'être obligé de le rappeler, mais il y a quand même un effet de vase communicant entre les deux. Donc ma proposition est d'étendre le taux réduit d'impôt sur les sociétés à toutes les TPE-PME, et ce pour les 75 000 premiers euros de bénéfices, et non jusqu'à 38 000 comme aujourd'hui. Les bénéfices situés au-dessus seront imposés à 24% et non plus à 33%. Nous allons donc rendre ainsi près de 5 milliards d'euros aux TPE-PME. Nous allons parallèlement mettre une taxe sur les multinationales, sur en tout cas les profits détournés des multinationales. Les grands groupes ne doivent pas se défausser, il faut qu'ils comprennent que nous allons, dans ce domaine, siffler la fin de la récréation. Pour ceux qui ne respectent pas les règles du jeu, il y aura donc une taxe sur leurs profits détournés alors que leur activité est réalisée en France. Elle prendra la forme d'une taxe assise sur le chiffre d'affaires. Elle permettra ainsi de faire contribuer les multinationales de manière plus juste et efficace à l'impôt. Les charges patronales, qui sont bien entendu un sujet principal d'intérêt pour vous. Parlons un peu du CICE, qui est une véritable usine à gaz, qui coûte 20 milliards d'euros par an. Selon les premières études, il aurait créé ou préservé seulement 50 000 à 100 000 emplois en 2014. Pourquoi? Parce que les chefs d'entreprise attendent des baisses pérennes de la fiscalité et non des dispositifs tarabiscotés. Pire, le CICE a été capté par les grandes entreprises sans contrepartie de création d'emplois. Je rencontrais lors de mon voyage en Outre-mer un chef d'entreprise qui me disait, lui-même était outré de la situation, qu'il avait touché 500 000 euros de CICE et qu'on ne lui avait strictement rien demandé en contrepartie. Elles ont bénéficié, ces grandes entreprises, de 30% du CICE, soit autant que les PME qui créent pourtant, comme je l'ai dit, l'essentiel de l'emploi. Donc j'assume là encore le choix de faire profiter les PME de baisse des charges en priorité. Je vais donc transformer les 20 milliards de CICE en baisse pérenne de charges en priorité à destination des TPE-PME. Parallèlement, il faut fusionner l'ensemble des dispositifs d'allègement de charges pour gagner en visibilité, car on n'y comprend plus rien. Au total, ce sont donc 50 milliards d'euros de baisse de charges qui iront vers les TPE-PME pour leur redonner de l'air et retrouver le chemin de la création d'emplois. Le fardeau administratif. Le coût pour les entreprises est évident. De nombreux rapports relèvent en effet que la réglementation en France accompagne une procédure trop complexe et trop lente. Cette lourdeur administrative génère des coûts. Elle dissuade l'investissement et pèse sur la compétitivité. La France est classée 121e sur 148 en la matière par le Forum économique mondial. En 2003, le CPB néerlandais avait évalué le coût de la complexité administrative pour les entreprises françaises à 70 milliards d'euros, ce qui est absolument considérable. Et c'est vrai que les PME subissent de plein fouet la complexité administrative parce que souvent elles ne disposent pas des moyens, comme je le disais tout à l'heure, pour y faire face. Elles ne peuvent pas voir l'énergie de leurs dirigeants perdue à remplir une paperasse de plus en plus abondante et exigeante. Donc ma proposition est de mettre en place un guichet unique sur le modèle du Small Business Administration américain. L'administration ne doit pas être là pour mettre des bâtons dans les roues des entrepreneurs. Elle doit être une personne sur qui s'appuyer, auprès de laquelle on peut demander conseil.
Dans ce cadre-là de la simplification, je propose d'ailleurs la généralisation du titre emploi-service entreprise pour ne plus faire peser sur l'entrepreneur le poids administratif de la création d'emplois. Encore une fois, c'est tout à fait normal que ce soit à l'État, en l'occurrence, de le faire. Et résolument, je pense que l'administration doit être pour les entreprises un soutien, surtout au moment de l'embauche. On parle de complexité administrative, évident qu'on ne peut pas parler de complexité administrative sans parler du compte pénibilité. Comment un employeur peut-il constater l'ensemble des facteurs de pénibilité de ses employés? Je vous posais la question, nous nous posons la question, tout le monde se pose la question. En réalité, on a mis les entrepreneurs face à des contraintes absolument impossibles à respecter. Ce compte, en plus d'être un fardeau administratif pour nos entreprises, est en plus un véritable fiasco, puisque seuls 2,2% des salariés en sont pourvus en 2015 et seulement 3,7% des entreprises de moins de 50 salariés ont déclaré du travail pénible, car elles ne disposent pas évidemment des ressources internes pour gérer ce dispositif. Alors c'est une drôle de manière de lutter contre le chômage de la part du gouvernement. Il pense peut-être que vous allez embaucher des gens pour pouvoir calculer la pénibilité des salariés de l'entreprise. Bon. Moi, je propose évidemment de revenir à quelque chose de beaucoup plus raisonnable et de bon sens, qui consiste à remplacer par un nouveau dispositif ce compte pénibilité qui va reposer sur une évaluation personnalisée grâce à une médecine du travail qui sera reconstituée, parce que parallèlement, on effondre la médecine du travail. Tout ça me paraît beaucoup plus, encore une fois, raisonnable, et ça enlèvera de vos épaules déjà bien chargées par le poids de tout ce qu'on vous réclame, cette difficulté. Parlons un peu aussi, puisque nous parlons de complexité administrative, de l'inflation normative. Il faut en finir avec ces normes qui changent en fonction de l'humeur des dirigeants politiques. La France compte actuellement 10 500 lois, 130 000 décrets, plus de 400 000 règles. C'est vrai que lorsque l'on voit ça, l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » peut quand même prêter à sourire. L'ensemble de ces règles pèsent sur les entreprises, en particulier évidemment sur les plus petites qui ne disposent pas non plus des ressources et des compétences suffisantes pour toutes les comprendre et les maîtriser. Alors, ma proposition est de peut-être d'imaginer des clauses d'extinction sur le modèle anglais. La création d'une norme doit s'accompagner de la suppression d'une ancienne norme, et même, je vais vous dire, si on pouvait arriver à ce qu'une nouvelle norme entraîne la suppression de 2 anciennes normes, ce serait encore mieux. Le gouvernement britannique a estimé les économies réalisées à 4 milliards d'euros, quand même en moins de 2 ans, ce qui est un avantage tout à fait considérable. Venons-en maintenant au cœur de votre activité et à une difficulté qui, je crois, est tout à fait sous-évaluée dans cette campagne présidentielle, qui est aussi le cœur, il faut bien le dire, de notre projet, un élément dont nous parlons à de très multiples reprises, mais nous nous sentons bien souvent un peu seuls à en parler, c'est la concurrence déloyale. La France a perdu près d'1 million d'emplois industriels depuis 15 ans. 1 million d'emplois industriels. La part de marché de ces exportations a baissé de 40% depuis 15 ans. Il faut parler de la concurrence déloyale des produits importés, dont personne, encore une fois, ne veut parler dans cette campagne présidentielle. Les PME subissent une concurrence déloyale des multinationales qui délocalisent leur production, mais aussi de conduction de production à l'étranger peu respectueuse de l'environnement et des droits sociaux. Moi, je suis désolé, mais je considère que le moindre des bons sens, c'est d'interdire l'importation des produits qui ne respectent pas les normes qui sont réclamées à nos propres entrepreneurs. Il n'y a pas un seul secteur dans lequel on accepterait qu'il y ait ainsi, de manière actée, une déloyauté dans les rapports de concurrence commerciale. Je considère également qu'il faut passer par la taxation de l'importation de biens issus d'usines délocalisées à l'étranger. Bon, l'exemple évidemment récent, c'est celui de Whirlpool. Je suis navré, mais là, on a vraiment un exemple symbolique. Parce que la France est le premier marché européen
de Whirlpool. Le Whirlpool délocalise une usine qui est rentable pour l'envoyer en Pologne. Elle met sur le carreau 300 salariés directs, plus évidemment les sous-traitants, et elle envisage très tranquillement de pouvoir continuer à importer sans aucune difficulté les productions qu'elle aura effectuées ainsi en Pologne. Moi, je ne suis pas d'accord avec cela, et j'avoue que je partage pour le coup cette vision avec Donald Trump, parce que je pense que les entreprises ne peuvent pas, dans ces conditions, contribuer à l'aggravation spectaculaire du chômage tout en cherchant dans notre pays des débouchés commerciaux pour pouvoir réaliser des bénéfices supplémentaires. Autre sujet qui est peu évoqué dans cette campagne présidentielle, ce sont les travailleurs détachés. 290 000 travailleurs détachés en France, au moins 300 000 non déclarés. 300 000 non déclarés, c'est considérable. Évidemment, ça entraîne un coût d'environ 2 milliards d'euros par an en termes de perte de cotisations sociales qui vont se retrouver évidemment sur vous, c'est-à-dire sur ceux qui, en l'occurrence, respectent la loi, parce que là encore, il y a évidemment un effet de vase communicant, sans parler bien entendu de la concurrence déloyale, notamment pour les entreprises du bâtiment. J'ai mon président de groupe dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est l'ancien président du syndicat des plâtriers de France, qui avait fait une lettre ouverte en disant « mais moi j'ai une entreprise de bâtiment, si une seule ou deux entreprises dans une région se mettent à employer massivement des travailleurs détachés, soit je meurs, soit je suis obligé de faire la même chose. » Ça veut dire qu'on crée vraiment là un cercle tout à fait vicieux où on finit, je suis navré de le dire, mais en même temps c'est un peu mon rôle de mettre des mots sur des mots, on finit par mettre en place une priorité étrangère à l'emploi, puisque par définition, le travailleur étranger va coûter moins cher que le travailleur français. C'est quand même une bien mauvaise manière à faire à notre pays, et je sais très bien que vous autres chefs d'entreprise êtes aussi attachés à ce que l'emploi reste bien entendu dans notre pays et se développe dans notre pays. Alors il faut supprimer sur notre territoire la directive détachement des travailleurs, et c'est l'engagement 38 de mes 144 engagements présidentiels. Là encore, alors pour le coup, vous en entendez parler, mais de manière pas souvent très cohérente, c'est le patriotisme économique. C'est une proposition très à la mode depuis un certain nombre d'années, surtout d'ailleurs quand on s'approche des élections. Tout d'un coup, le patriotisme économique est dans toutes les bouches. Mais vouloir le patriotisme économique est une chose, se donner les moyens de le mettre en œuvre en est évidemment une autre. Le projet PME d'abord. Le mien s'articule avec le patriotisme économique. Là encore, je l'assume. Or, le patriotisme économique, il faut dire les choses, est impossible à mettre en œuvre dans le cadre de l'Union européenne. Il faut assumer, faire des choix. C'est ça aussi, la grandeur de la politique, c'est être capable de faire des choix. Eh bien moi, je veux réserver les marchés publics en priorité aux PME, ce qui nécessite aussi de renforcer l'allotissement d'ailleurs des marchés publics. Réserver la commande publique aux entreprises françaises si l'écart de prix est raisonnable, c'est ce qui se fait aux États-Unis. Aux États-Unis, si la différence de prix est inférieure à 12%, s'il s'agit d'une PME. Le plan de relance d'Obama de 2009 imposait même une différence de prix de 25%. Assurer le développement et le potentiel d'expansion des PME. On va évoquer ensemble le problème des effets de seuil. L'un des freins, et je l'entends depuis de nombreuses années, à leur développement, ce sont les multiples effets de seuil que les PME n'ont pas les moyens humains de surmonter. On a une surreprésentation des entreprises de 49 salariés et une sous-représentation de celles de 50 salariés. On sait très bien, en l'occurrence, pourquoi. Alors, ma proposition est simple, pour favoriser l'embauche, réduire le nombre des obligations administratives liées au seuil social de 50 salariés et fusionner les institutions, c'est de fusionner les institutions représentatives du personnel entre 50 et 300 salariés, hors représentation syndicale, en une structure unique conservant les mêmes compétences. C'est l'engagement 45 de mon projet présidentiel. Enfin, un autre sujet évidemment très problématique, c'est le financement des TPE-PME, même s'il semblerait qu'il y ait un petit assouplissement dernièrement, mais enfin tout de même, ça reste une problématique majeure, et notamment, et en premier, les délais de paiement. Chaque année, les délais de paiement sont responsables d'un quart des faillites d'entreprises.
ce qui est absolument considérable, et grève la trésorerie des PME de 15 milliards d'euros. Aujourd'hui, le délai est de 30 jours, mais il est souvent non respecté. Les PME françaises souffrent de devoir de facto financer les grandes entreprises au travers des délais de paiement alors qu'elles éprouvent des difficultés à se financer. Alors, bien sûr, il y a un problème de dépendance. Les grands donneurs d'ordre, par la pratique des retards de paiement, réduisent leurs besoins de fonds de roulement aux dépens de leurs petits fournisseurs, pour lesquels pourtant c'est catastrophique, et qui se retrouvent dans la situation de leur faire en fait des avances de trésorerie. Ma proposition est d'imposer à l'État et aux collectivités territoriales le respect des délais de paiement, non pas en obligeant les petites entreprises qui ne sont pas évidemment dans une situation d'égalité avec l'État et les collectivités territoriales à aller saisir un éventuel tribunal pour faire constater, etc., mais en appliquant des pénalités réellement impératives et automatiques. Cette proposition va être doublée évidemment par les propositions concernant l'accès au crédit. Les PME et les TPE ont plus de difficultés d'accès au crédit que les grandes entreprises. 30% des TPE se voient encore refuser un crédit de trésorerie par les banques. Il faut donc accorder des taux préférentiels aux TPE-PME avec l'aide de la Banque de France. BPI France doit aussi augmenter le nombre de prêts garantis. Il faut éviter les abus des banques, parce que ça aussi, ça pèse très lourdement, en divisant par 2 les taux d'intérêt maximum, c'est-à-dire les taux d'usure, pour les emprunts et les découvertes bancaires. Les seuils d'usure actuels vont jusqu'à 13,5% pour les découvertes des professionnels, jusqu'à parfois 17 ou 18% pour les particuliers, ce qui est en même temps injustifié et insurmontable. L'innovation, enfin. Aide fiscale à l'innovation. Les PME sont le principal foyer de l'innovation en France. On ne le dit pas assez souvent et c'est pourtant une réalité. C'est pour cela qu'il faut réorienter les aides fiscales liées à l'innovation vers les petites entreprises. Les TPE-PME ne touchent que 30% du crédit d'impôt recherche, qui coûte au total, je le rappelle, 5,5 milliards d'euros. De l'autre côté, il sert d'outil de défiscalisation pour les grands groupes. Les entreprises du CAC 40 n'ont pas besoin du crédit impôt recherche pour prospérer. La proposition est donc de recentrer les 5 milliards d'euros du crédit impôt recherche vers les PME. Augmenter l'effort de recherche et développement. Le problème souvent pointé concerne la faible part des dépenses de recherche et développement publiques et privées en France. Elle s'établit à 2,2% du PIB en France contre 2,9% en Allemagne. Il faut arriver à un objectif de 3%. Il faut donc orienter 2% de l'encours total de l'assurance vie vers le financement du capital investissement. Et puis, il faut associer les grands groupes à l'effort d'innovation en les incitant à développer leurs propres fonds d'investissement pour favoriser la coopération à l'intérieur des filières sur le modèle du fonds de modernisation des équipementiers automobiles, si besoin d'ailleurs avec des incitations fiscales. Je ne serais pas complète si je n'évoquais pas ici le RSI, qui a été un espèce de serial killer. Excusez-moi d'utiliser ce terme américain, mais je crois que cette expression de tueur en série me paraît tout à fait adaptée à la situation. J'ai donc pris la décision, parce que ce serial killer a tué bon nombre, bien entendu, de nos indépendants, de décider, si je suis élu, une amnistie des arriérés du RSI. Il n'y a absolument aucune raison pour que l'État ne prenne pas après tout sa part des multiples erreurs qui ont entraîné des chutes d'indépendants tout à fait spectaculaires. Mais surtout, il faut totalement mettre à bas ce RSI. Moi, j'ai fait le choix de laisser la liberté aux indépendants, soit de rentrer dans le régime général s'ils ont l'envie de le faire, soit de faire le choix d'un nouveau régime qui serait fondé sur l'autodéclaration. Je pense que l'autodéclaration, c'est aussi un signal de confiance qui est lancé aux indépendants. J'ai l'impression que dans les gouvernements successifs, on a toujours l'arrière-pensée que les indépendants sont des fraudeurs, qu'ils cherchent systématiquement à contourner la loi. Moi, je fais le pari inverse. Je pense qu'ils sont des honnêtes gens et que par conséquent, il faut leur donner la souplesse précisément de l'autodéclaration trimestrielle, qui d'ailleurs correspondra à d'autres autodéclarations. C'est ce que je compte faire pour le RSI.
Je pense également qu'il va falloir mener un grand combat pour sauver évidemment les indépendants. Je pense évidemment aux commerçants et aux artisans, et notamment dans nos centres-villes, parce que le développement exponentiel de la grande distribution s'est fait évidemment au détriment des très petites entreprises, des indépendants. Les commerces de centre-ville disparaissent à une vitesse grand V. C'est l'ensemble de notre qualité de vie qui est impactée par cela. C'est la raison pour laquelle je réclame un gel de la construction de cette grande distribution, ainsi d'ailleurs que des locaux de vente par correspondance, pour pouvoir faire un audit sur les conséquences de ce développement anarchique sur l'emploi et sur, encore une fois, les petits commerces. J'ai également toute une série de propositions qui visent à permettre notamment à nos producteurs agricoles, vous le savez, je l'ai exprimé au salon de l'agriculture, de voir leur situation être réévaluée par rapport à la grande distribution. La grande distribution doit elle aussi comprendre que c'est la fin de la récréation et qu'elle ne pourra pas en toutes circonstances prendre les producteurs, qu'ils soient les petits industriels ou des agriculteurs, à la gorge pour faire des marges de plus en plus importantes, alors même qu'elle les contraint bien souvent à vendre à perte. Enfin, dans le projet qui est le mien, il y a une part très importante qui consiste à restituer du pouvoir d'achat aux Français, parce que le meilleur moyen de tuer les entreprises, c'est de tuer leurs clients, et que la perte de pouvoir d'achat de la part des Français a évidemment une conséquence directe sur les entrepreneurs que vous êtes. Je suppose que nous allons évidemment parler de la situation de la France par rapport à l'Union européenne. Je vais vous dire clairement le fond de ma pensée. Nous sommes un pays libre. Nous sommes battus pour être un pays libre. Un pays libre, c'est aussi un pays qui maîtrise son budget, c'est un pays qui maîtrise sa monnaie, c'est un pays qui maîtrise ses frontières, c'est un pays qui maîtrise sa politique économique. Aujourd'hui, nous n'avons plus rien de tout cela. Alors, il y a deux choix. Soit continuer en pilotage automatique, la tour de contrôle est à Bruxelles, soit reprendre le pilotage manuel de notre économie, au plus près des besoins qui sont les nôtres, au plus près des qualités qui sont celles de notre économie. Et c'est le choix que je fais, parce que, quoi qu'on puisse dire, l'euro a été un véritable drame, tant pour le pouvoir d'achat de nos compatriotes, parce que n'importe quel Français a bien vu l'évolution des prix avec l'euro, mais également évidemment pour notre industrie qui est le centre de ma préoccupation, puisque vous le savez, je souhaite une réindustrialisation de notre pays. Je pense que l'idée folle qui a été vendue par certains d'un pays de services où l'industrie serait un vieux souvenir est en train quand même de montrer ses limites, pour une raison simple, c'est qu'une grande partie des services est évidemment liée à l'existence et à la vitalité de notre industrie. Or, je suis désolé d'être obligé de vous montrer un dessin, mais il est quand même extrêmement révélateur. Voilà la production industrielle, et vous voyez qu'exactement au moment de la création de l'euro, la production industrielle de l'Allemagne a une courbe très ascendante, celle de la France, de l'Espagne et de l'Italie a une courbe effroyablement descendante, pour une raison très simple, c'est qu'en réalité cette monnaie unique a été construite par et pour l'Allemagne, qu'elle correspond à l'économie allemande et qu'elle crée, comme l'a très bien expliqué d'ailleurs le FMI, un différentiel de compétitivité entre 20 et 25% entre la France et l'Allemagne. Alors, je comprends qu'il y ait des interrogations sur l'euro, je ne comprends pas la stratégie peur
qui consiste à dire c'est affreux, ça va être horrible, vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, cette stratégie peur, on a vu ce qu'elle a donné pour le Brexit. Je vous rappelle que la Grande-Bretagne se porte extrêmement bien, hein, et qu'un certain nombre sont même venus dire bah oui, c'est vrai, on s'est trompé, pour finir, c'est pas la récession, pour finir, on assiste à la baisse du chômage, à l'augmentation spectaculaire des exportations, au retour des touristes, j'en passe et des meilleurs. Absolument tous les voyants de la Grande-Bretagne sont au vert, une croissance insolente de 1,8%, etc., etc. Alors, l'euro est un échec économique. Ça, on a encore le droit de le dire. Enfin, je ne sais pas trop, parce que c'est presque religieux, hein, ce débat-là. On a l'impression, lorsqu'on met en cause l'euro, qu'on est en plein blasphème. L'euro est un échec économique et politique, d'ailleurs, que l'on doit, je crois, regarder en face. Les arguments avancés par les défenseurs de l'euro sont quand même très largement contestables, et d'ailleurs très largement contestés par un nombre considérable d'économistes, dont une bonne douzaine de prix Nobel d'économie. Je pense que vous êtes des chefs d'entreprise. Quand quelque chose ne fonctionne pas dans votre entreprise, vous n'êtes pas dans le déni, vous ne faites pas l'autruche, vous ne mettez pas la tête dans le sable. Vous vous dites il faut régler la situation et vous prenez le problème à bras-le-corps. Lorsque l'on fait de la politique, ça devrait être exactement la même chose, hein. Il faut prendre le problème à bras-le-corps et le regarder en face, être dans le réel, encore une fois, et pas dans le déni. Il y a des scénarios de sortie qui ont déjà été envisagés de manière très sérieuse par des banques, par des cabinets d'avocats, par des superviseurs eux-mêmes d'ailleurs, hein, et qui ne démontrent absolument pas la catastrophe annoncée. Moi, ce que je viens vous dire, c'est que certains pensent que l'euro est malade. Moi, je vous dis que l'euro est mort. Et qu'aujourd'hui, le moyen pour que le retour à une monnaie nationale se fasse dans les meilleures conditions possibles, c'est de le faire en concertation avec les pays européens qui en souffrent. Moi, je suis convaincu que lorsque j'engagerai les négociations, si je suis élu, j'aurai avec moi, autour de moi, l'Italie, l'Espagne, la Grèce qui est en train de réfléchir à nouveau d'ailleurs à la sortie de l'euro, parce qu'en réalité, c'est un problème sans fin. Et que donc on peut très bien, par la négociation, constater le divorce à l'amiable, en réalité, avec l'Allemagne. Madame Merkel a annoncé il y a très peu de temps que l'euro est trop faible pour l'Allemagne, il est trop fort pour nous. Bon, écoutez, dans ces conditions, mettons-nous autour d'une table, disons que ce divorce à l'amiable doit intervenir, préparons tranquillement les conditions du divorce sans casser la vaisselle. C'est ça mon objectif. Moi, je ne suis pas là pour tout casser, pour créer, encore une fois, je ne sais quelle perturbation inutile. Ce n'est pas du tout mon objectif. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas laisser le pays mourir, je ne peux pas laisser l'industrie mourir, je ne peux pas laisser 7 millions de chômeurs aujourd'hui et probablement plus demain, parce que les mêmes causes entraînent les mêmes effets, sans réagir, sans regarder la réalité en face. Voilà, mesdames et messieurs, rapidement brossé, bien entendu, un petit peu l'économie de mon projet, la philosophie de mon projet. Et évidemment, vous conseille d'aller regarder l'intégralité de ces 144 engagements pour la France sur mon site internet, parce que c'est là que vous arriverez à les trouver. Très bien. Merci Madame Le Pen. Je vous invite à me rejoindre. Donc nous allons maintenant passer aux questions et aux échanges avec la salle. Vous nous avez brossé un panorama assez exhaustif d'ailleurs du monde des PME. Ce constat, on peut tous le faire. Vous avez terminé sur un sujet qui me paraît un sujet effectivement de fond, fondamental, puisque vous portez, vous, comme projet de la sortie de l'euro. Nous nous demandons, nous, finalement, chefs d'entreprise, vous l'avez dit, nous sommes des pragmatiques, nous aimons regarder la réalité en face, et effectivement, nous avons tous à cœur que notre pays réussisse. Par rapport à ce que vous proposez, la sortie de l'euro, je vous entendais, est-ce que finalement, le mal ne viendrait pas plutôt du fait de ce que nous avons fait de l'euro par rapport à d'autres ? Je me rappelle qu'à l'époque, lorsque la zone euro s'est mise en place, c'était la France qui était moteur. L'Allemagne n'était pas spécialement demandeuse, hein. Elle avait son Deutsche Mark, elle était très heureuse avec cela.
Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait un chancelier qui était Gerhard Schröder, avec un ministre du Travail, M. Hartz, qui ont fait des réformes fondamentales. Hein. Et je me rappelle qu'à la même période en France, on a mis en place les 35 heures, on a laissé filer la dette du pays, on a aujourd'hui un déficit, une sphère publique qui pèse pour 57% dans la richesse créée du pays, ce qu'on appelle le PIB. Est-ce que finalement, nos mots ne viendraient pas du fait que pendant que certains ont fait les fourmis, nous avons continué à faire les cigales, et que cette sortie de l'euro ne soit pas pour nous finalement une purge terrible pour les entreprises et les entrepreneurs et aussi pour les salariés, parce que toutes les économies sont interdépendantes. Et en économie, il y a une chose quand même qui est assez stable, il y a des choses, il y a une sorte de science exacte en économie. Donc, quelle va être la valeur du nouveau franc si on sort de la zone euro? Comment va-t-on financer nos 2200 milliards d'euros de dette lorsque ça sera libellé en francs, à savoir nos banquiers qui nous financent, qui financent la dette du pays, comment regarderaient-ils cette nouvelle monnaie? Est-ce que finalement, cette sortie de l'euro, c'est pas un appel à la misère terrible pour l'ensemble des tissus économiques? C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut rompre avec le fait de se flageller en toutes circonstances et considérer que tout est de notre faute, que c'est nous qui sommes pas bons et que les autres sont tellement merveilleux et qu'il faudrait donc en toutes circonstances faire comme les autres? Je suis en désaccord, moi, avec le constat qui est le vôtre. Et le FMI est en désaccord aussi avec le constat qui est le vôtre. Et l'OFCE est aussi en désaccord avec le constat qui est le vôtre. Qu'est-ce qu'ils disent tous? Ils disent que structurellement, le franc, si nous revenions tous à une monnaie nationale, hein, le franc se déprécierait de 11% et que le mark s'apprécierait de 14%. Il est là le problème fondamental. C'est exactement le graphique que je vous ai montré. C'est comme ça. La politique de l'euro fort, il s'agissait précisément d'aller vers l'Allemagne. Et on a vu que c'est à partir de ce moment-là que les problèmes de l'économie française se sont démultipliés. Alors, est-ce qu'il faut faire des économies? Oui, bien sûr. Nous en avons des tas, d'ailleurs, des économies dans notre projet, ce qu'on appelle les mauvaises dépenses. L'Union européenne, l'immigration, la fraude sociale, la décentralisation anarchique, etc., etc. Mais fondamentalement, un problème, c'est la monnaie. Quand vous voulez être compétitif, il y a 3 moyens. Il y a baisser les salaires. Je ne crois pas que vous ayez envie de baisser les salaires de vos salariés. Je ne crois pas que vous avez envie de faire des réunions dans vos entreprises en disant, ben voilà, on ne va pas pouvoir faire autrement, vous allez devoir travailler 39 heures, payer 35. Je ne le crois pas. Voilà. Étant entendu que, comme vous le savez, nous sommes, pour la négociation par branche, pour le temps de travail, mais 39 heures, payer 39 si c'est 39 heures. Voilà. Mais la négociation par branche, parce que la négociation par entreprise, ça va consister à faire de la concurrence déloyale au sein des branches, et ça c'est profondément néfaste. Donc baisser les salaires, baisser le système de protection sociale, donc c'est exactement ce que vous entendez dans cette campagne présidentielle, avec évidemment le risque d'un désaccord, pour le moins, de la part de vos salariés, ou agir sur la monnaie. Or, comme nous nous sommes privés de la capacité d'agir sur la monnaie et d'avoir une monnaie qui corresponde à notre économie, eh bien on se retrouve avec un choix qui est un choix binaire, baisser les salaires ou baisser la protection sociale. Eh bien moi je dis qu'il faut que nous ayons la maîtrise de notre monnaie. Je suis d'ailleurs assez étonné. Parce que je discute souvent avec des gens qui sont tout à fait convaincus par la politique ultralibérale. Hein. Il faut que la concurrence et le marché qui détermine, etc. Donc ce serait bon pour tout sauf pour la monnaie en fait. Parce que en réalité, le fait que les monnaies ne puissent pas s'apprécier les unes avec les autres, c'est nier précisément le caractère libéral. C'est avoir une monnaie bloquée, hein, qui, en l'occurrence, a, encore une fois, des conséquences très lourdes pour nous. On nous dit tout et n'importe quoi, en réalité, hein, sur le retour à une monnaie nationale. Donc il faut essayer quand même de revenir à un peu de logique. On nous explique
qu'on ne connaîtrait pas la valeur de la nouvelle monnaie. Ben si, c'est nous qui la fixons. Quand on change de monnaie, on fixe la valeur de la nouvelle monnaie. Elle peut s'apprécier ou se déprécier. Je vous l'ai dit, la dépréciation serait de 10%. Je suis sûr que pour tous ceux qui exportent, ils seraient très contents, honnêtement, de voir une monnaie qui soit dépréciée de 10%. Mais je vous rappelle qu'une monnaie bouge en permanence. Et moi, ce que je ne veux pas entendre, c'est que ça va avoir des conséquences sur l'épargne des Français, parce que ça, c'est franchement un mensonge éhonté. L'euro a baissé de 25% dans les 2 dernières années. Notre épargne n'a pas baissé de 25%. Donc je veux dire, là on est dans l'intimidation, dans ce que j'appelle, encore une fois, la stratégie de la peur. Sur la dette, une étude de l'OFCE, là encore c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'OFCE, de 2016, montre que la dette publique de la France est régie par le droit interne. C'est la lex monetae, je suis désolé, c'est en droit international, ça s'applique partout. Et pourrait être aisément converti en nouvelle monnaie nationale. Or, 99,5% de la dette publique française est émise en droit français. C'est une chance pour nous. Bon. Et l'OFCE dit, la France et l'Italie ne sont pas exposées sur leur dette publique car celle-ci est quasi intégralement régie par le droit interne et peut donc facilement être redénominée en francs ou en lire. Alors, quand je dis ça, on me dit, oui, mais la dette privée. Et l'OFCE dit, il n'existe pas de risque de bilan pour le secteur privé pris dans son ensemble. D'ailleurs, permettez-moi, mais lorsque nous sommes passés du franc à l'euro, nous n'avons pas remboursé nos dettes en francs, nous avons remboursé nos dettes en euros. Voilà. Alors je crois qu'il faut sortir encore une fois de cette stratégie de la peur. Il faut quand même être conscient de l'influence de cette monnaie sur les difficultés économiques de la France. Et il faut ne pas se priver, encore une fois, de la capacité de retrouver une monnaie nationale en indiquant, selon la bonne vieille théorie des élites, que nous sommes trop petits, trop faibles, trop nuls, trop tout ce qu'on veut. Nous ne sommes ni faibles, ni petits, ni nuls. Nous sommes un grand pays. Nous avons eu une monnaie nationale pendant 15 siècles. Et ça marchait plutôt pas mal. 95% des pays du monde ont leur monnaie nationale et ne s'en priveraient pour absolument rien au monde. Plus personne ne veut entrer dans l'euro à part des pays extrêmement faibles économiquement qui pensent que la contrepartie va évidemment être une aide financière massive de la part de l'Union européenne. Le sauvetage de l'euro nous a coûté 78 milliards d'euros pour la Grèce, rien que pour la Grèce. Nous avons entre 150 et 300 milliards d'euros comme épée de Damoclès de garantie en cas de difficulté de pays plus importants. Je pense évidemment à l'Italie, et j'ai raison d'y penser parce que manifestement la situation va très mal. Donc la question n'est pas de savoir s'il faut retrouver une monnaie nationale, c'est quand allons-nous retrouver une monnaie nationale, comment allons-nous retrouver une monnaie nationale et selon quelle modalité nous allons retrouver une monnaie nationale. Et je pense que refuser de voir cela et refuser de le préparer est, à mon avis, très dangereux en réalité. Donc les aventuriers, ce ne sont pas nous. Nous sommes les raisonnables dans l'affaire. Les aventuriers, ce sont ceux qui disent bah, « tant pis, on fait comme si de rien n'était et on continue jusqu'à ce que tout ça nous saute au visage ». Ça, ce sont des aventuriers. Ça, ce sont des gens dangereux. Qui, encore une fois, renoncent à un adage pourtant sage. Gouverner, c'est prévoir. Très bien, on va ouvrir les questions à la salle. Alors, Jean-Michel. Merci. Pas le plus grand, mais tu as levé le bras le plus haut. Bonjour, Jean-Michel Potier, je suis chef d'entreprise textile dans le nord de la France, à Valenciennes. Dans vos propositions, j'ai noté que vous envisagez de revenir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Et nous, on se pose une question, comment financer cette mesure ? Alors, d'abord pour vous dire que, là encore, le discours totalement catastrophiste du gouvernement et des gouvernements successifs est excessif.
Et je vous enjoins vraiment à aller regarder de très près la situation des retraites. Nous avons un moment un peu difficile, qui est le moment du baby-boom. Mais quelle est la philosophie qui est la mienne lorsque j'indique que je veux, pour l'instant, que nous restions à 40 annuités et 60 ans? C'est que j'en ai soupé, sincèrement, hein, et c'est le cas aussi pour les entreprises, de voir que l'on demande systématiquement des sacrifices de plus en plus importants aux Français avant même d'avoir fait les économies évidentes qui doivent être faites. C'est ça le problème. C'est une question de principe. À chaque fois qu'il y a la moindre difficulté, la première réponse des gouvernements, c'est des taxes supplémentaires, des impôts supplémentaires, de la protection sociale en moins, etc., etc. Or, moi, j'ai dit très clairement, je vais faire l'intégralité des économies qu'on doit faire. Et pour ça, je fais des choix, y compris en matière d'immigration. Je fais des choix clairs. Je supprime l'aide médicale d'État pour les clandestins, je supprime l'intégralité des pompes aspirantes, je conditionne l'accès à la protection sociale pour les étrangers qui viendraient dans notre pays à un délai de carence, comme d'ailleurs souhaite le faire la Grande-Bretagne. Voilà, c'est un choix que je fais. Entre autres, écoutez, vous avez quand même entendu ce fait divers il y a quelques jours où une enquête existe. Elle est d'ailleurs pas très rapide, hein, manifestement. Il y a des enquêtes plus rapides que d'autres, semble-t-il. Sur la famille de Théo, qui aurait touché 700 000 € de subventions pour une association avec une trentaine de salariés qui n'ont jamais existé. Mais est-ce que vous imaginez combien de cas de ce type existent ? Combien de cas de ce type où par clientélisme, eh bien, on distribue l'argent public très tranquillement, sans réclamer la moindre condition. Bon, donc la remise en ordre de la France et la remise en ordre des finances publiques, croyez-moi, je compte la faire. Si après avoir fait tout ça, je m'aperçois qu'effectivement, eh bien, le régime de retraite doit faire l'objet d'efforts de la part des Français. Alors très tranquillement, j'irai et je me tournerai vers eux. Et je leur dirai, écoutez, voilà, moi j'ai fait tout ce que je pouvais. Il se trouve que je suis obligé, pour le coup, de vous demander des sacrifices. Et là, je vous assure que les Français seront d'accord pour faire ces sacrifices. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la France, on dit souvent que le fondement, c'est le consentement à l'impôt. Mais moi, je pense que le fondement, c'est aussi le consentement à la dépense. Les Français en ont marre de voir la manière dont on dépense leur argent. Voilà. Ils ne sont pas d'accord avec la manière dont on dépense leur argent. Il faut donc recréer ce lien de confiance. Et après, ils seront capables, si on leur demande de faire des sacrifices, si, encore une fois, c'est nécessaire. Parce que c'est bien gentil d'augmenter le temps de travail, en nous expliquant qu'il y a une augmentation de la durée de vie. C'est d'ailleurs pas très... Voilà, c'est un peu contestable parce que c'est en train, au contraire, de stagner. Mais la vraie question, c'est la durée de vie en bonne santé. Je pense que c'est ça qui est important et qu'il faut regarder. Et celle-là n'est pas objectivement spectaculaire. D'autant plus qu'on nous dit qu'il faut travailler jusqu'à 62. Bon, 63, 64, 65. Mais, pardon, mais ceux qui aujourd'hui même arrivent à la retraite, il y en a 1 sur 2 qui est déjà au chômage. Il y a un problème fondamental de chômage des seniors. Donc en réalité, on voit bien qu'on va maintenir des gens au chômage plutôt que de les passer à la retraite. Alors c'est pour ça que c'est l'ensemble du modèle économique qu'il faut en l'occurrence revoir et notamment recréer les conditions de la création de richesses dans notre pays qui passe par l'intégralité des mesures dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Je vous signale d'ailleurs que pour ce chômage des seniors, moi, j'envisage d'ouvrir assez largement des 3e concours pour les entrées dans la fonction publique des plus de 45 ans qui ont 8 ans d'expérience. D'abord parce que je pense que c'est pas plus mal que le privé puisse infuser dans la fonction publique et que ça permettra effectivement aux seniors qui ont des compétences qu'ils ont acquises dans le privé de pouvoir terminer en quelque sorte leur carrière dans un certain nombre de secteurs de la fonction publique. Voilà ma position sur la retraite. C'est celle-là. C'est pas une position, encore une fois, idéologique, mais c'est une position de respect des Français qui ne cessent encore une fois de voir des sacrifices leur être demandés avec des conséquences dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne sont pas bénéfiques ni pour les particuliers ni pour les entreprises d'ailleurs. Merci. Question. Allez, je vais
Je vois Jean-Loup en face de moi. À côté de notre président d'honneur, Jean-François Roubaud. Voilà, merci et de l'amitié que tu fais d'être présent ce matin. Merci. Bonjour, Jean-Loup Blachier, je suis vice-président délégué de la CPME, mais chef d'entreprise, et chef d'entreprise dans plusieurs éléments, puisque je dirige un groupe d'entreprises dans la plasturgie, mais aussi dans le désamiantage. Et dans ce domaine-là, nous répondons aux marchés publics. Donc vous avez parlé tout à l'heure des marchés publics, et vous avez dit que vous vouliez prioriser les marchés publics pour les PME. Alors je me demande si c'est vraiment réaliste, parce qu'en fait, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un tas de possibilités que donne le Code des marchés publics, mais qui ne sont pas employées. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, les acheteurs préfèrent faire du moins 10 ans plutôt que du mieux 10 ans. Alors comment vous allez faire ? Encore une fois, je suis parfaitement d'accord avec vous parce que je me suis battu beaucoup au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais sur ce sujet, en leur indiquant qu'en réalité on avait trouvé une sorte de faille à l'interdiction de faire du patriotisme économique, c'est-à-dire de donner un avantage aux entreprises françaises dans la commande publique. C'était les critères environnementaux, c'était les critères sociaux. J'ai déposé, je ne sais pas, 6, 7, 8, 9 vœux en ce sens pour que ces critères soient surélevés et on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait pour des raisons, je crois, idéologiques. Parce qu'un certain nombre de gens sont des européistes absolument convaincus et ils considèrent que toute forme de patriotisme est à bannir. Eh bien moi, encore une fois, j'imposerai, selon les normes qui sont celles d'ailleurs mises en œuvre par les États-Unis, la priorité pour les entreprises françaises. Il n'est pas admissible que l'argent des Français ne servent pas aux entreprises françaises et ne servent pas à l'emploi des Français. Or, des affaires scandaleuses, on en a vu passer, honnêtement, 200. Mais il y en a probablement 20 000 où on a vu que nous avons fermé des usines qui fabriquaient les souliers de nos soldats pour aller ouvrir une usine en Tunisie ou je ne sais quoi d'autre, et où on assiste à une incitation en réalité aux importations. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que l'État lui-même, les collectivités elles-mêmes, incitent en réalité à l'importation en allant choisir des marchés qui sont des marchés d'entreprises étrangères. En parlant de délocalisation, j'attire quand même votre attention sur le fait qu'il n'y a pas que les délocalisations de production. Il y a de plus en plus ces délocalisations de services qui sont moins visibles, mais qui sont tout autant dévastateurs. J'ai expliqué dans une émission la dernière fois que les modérateurs des sites d'une très grande partie de nos journaux français étaient effectués au Maroc ou étaient effectués à Antananarivo. Voilà, bon, ça encore une fois, ça pose des problèmes majeurs. C'est aussi la raison pour laquelle je veux mettre en place la contribution sociale à l'importation de 3% sur les importations de production et de services. Et je vais me servir de ces recettes pour pouvoir distribuer cette masse financière aux salariés et aux retraités qui touchent moins de 1 500 € par mois. Comme ça, je boosterai, ça fait à peu près 80 € par mois, je boosterai le pouvoir d'achat de vos clients. Je trouve que là encore, ça n'est en l'occurrence que justice. Pardonnez-moi, madame, mais j'ai envie de rebondir sur ce que vous venez d'annoncer là sur les 3%. Je vous avais déjà entendu là-dessus, de taxes sur les produits à l'importation. Mais nous sommes quand même dans un monde complètement interdépendant. Et vous avez quand même des PME, dont je fais partie, qui exportent, et particulièrement aux États-Unis en ce qui me concerne. On ne peut pas imaginer de mettre une taxation à l'importation sans qu'il y ait des mesures de rétorsion. C'est inévitable. Si moi, demain, on me met une mesure de rétorsion à la taille de ma petite boîte, mon marché aux États-Unis, qui représente à peu près entre 15 et 20% de mon chiffre d'affaires, si je le perds, je ferme mon entreprise parce que c'est là où je fais de la marge. C'est-à-dire que la concurrence est telle sur mon marché à l'intérieur de l'Hexagone que je n'arrive pas à sortir la marge suffisante pour tout simplement faire vivre et pérenniser mon entreprise. Imaginons demain qu'il y ait une mesure de rétorsion qui fasse que je ne peux plus exporter mes produits tout simplement parce qu'en face, les États-Unis prendraient des mesures soit elles aussi de surtaxation, ce qui m'embêterait finalement pas trop, parce que je suis sur un marché haut de gamme, mais qui dirait par exemple, et ça c'est un petit peu, je dirais, ce qui est sous-jacent dans ce que vous proposez, qui dirait que je veux qu'une part de votre production soit fabriquée dans mon pays. Et là, vous avez très peu de PME qui sont en capacité de
du coup, de délocaliser leur production sur un marché où il y a de l'avenir, où c'est porteur. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, et vous le savez, en l'occurrence, pertinemment bien. D'abord, permettez-moi de vous dire... comment fonctionne mon entreprise. Non, non, mais bien sûr. Là, vous ne pouvez pas me le dire. Non, non, mais je vous parle de macroéconomie. Si vous voulez, excusez-moi, mais c'est nous qui mettons en place une mesure de rétorsion. Parce qu'il y a énormément de pays dans le monde qui font du protectionnisme, et nous sommes les seuls à ne pas en faire. C'est bien ça le problème d'ailleurs. C'est-à-dire que nous passons notre vie à signer des accords de libre-échange avec le monde entier, sauf qu'en l'occurrence, il y a toute une série de pays qui, eux, protègent leur marché, et notamment leur marché intérieur. Quel est l'intérêt du protectionnisme que j'appelle intelligent? Pourquoi je l'appelle intelligent? Parce que je pense que le protectionnisme bourrin, ça consiste à mettre sur l'ensemble des produits qui entrent une taxe de 30%, quels que soient les pays qui importent, quel que soit le produit, etc. Ça n'a évidemment aucun sens. L'intérêt du protectionnisme intelligent, c'est de préserver des secteurs, soit stratégiques, soit qui sont victimes d'une concurrence, évidemment, ultra déloyale, et où il faut que les droits de douane servent d'écluse pour rétablir la loyauté de la concurrence. C'est d'ailleurs ce qu'a fait les États-Unis. Ils l'ont fait pour le pneu chinois, ils l'ont fait pour l'acier. Donc ils ont cette maîtrise-là, cette capacité de le faire ou de ne pas le faire. Car il y a une chose qui est évidente, c'est qu'il n'y a pas de droit de douane à mettre entre des pays qui ne se font pas une concurrence déloyale. Il y a donc toute une série de pays qui ne verront pas de droits de douane être mis en œuvre entre eux et nous. Et puis surtout, quel est l'intérêt pour nous de mettre des droits de douane sur des productions, non seulement qui n'existent pas dans notre pays, ou de manière significative, ou que nous n'entendons pas développer dans notre pays? Il n'y a aucun intérêt. Je ne vais pas mettre un droit de douane sur le café, on ne fait pas de café. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans le cadre, si vous voulez, du plan entre l'État stratège et les entreprises, ce grand plan de réindustrialisation, il ne peut se faire qu'avec les industriels. Ce sont évidemment eux qui vont déterminer quelles sont leurs propres capacités à retrouver une part du marché national. Parce que vous le savez très bien, et on l'oublie trop souvent, on n'exporte bien que quand on maîtrise son marché national. Elle est là, la réalité de la France. C'est la réalité qui a été à l'origine de la création de tous nos grands champions industriels. C'est parce que nous maîtrisions notre marché intérieur et parce que nous pouvions nous appuyer d'ailleurs sur de la commande publique que nous avons pu exporter, parce que nous étions capables de démontrer à l'étranger que nos productions industrielles étaient les meilleures. On a abandonné tout cela, mais quel bénéfice! On signe des accords de libre-échange. Le dernier, c'est le CETA. Quel bénéfice pour la France? Aucun bénéfice. Aucun bénéfice pour notre pays. Oh, il y a peut-être un ou deux entrepreneurs qui vont pouvoir peut-être voir un débouché supplémentaire. Mais quand tous les autres vont subir de plein fouet les conséquences de cet accord de libre-échange, moi, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude, mais je voudrais vous citer Ignace de Loyola. On ne peut pas être heureux tout seul. On ne peut pas être heureux tout seul. C'est-à-dire qu'au-delà de vos propres entreprises particulières, c'est l'intégralité de l'économie de notre pays qui est en jeu, de ces grands équilibres. Et vous voyez bien que la situation que nous vivons aujourd'hui, si elle continue, eh bien vous serez là, devant nous, de moins en moins nombreux, ou de plus en plus en difficulté. Et ce n'est pas cela que nous espérons. Donc, encore une fois, moi, on m'explique d'ailleurs que cette contribution sociale à l'importation de 3%, ça va entraîner une augmentation des prix. C'est pas vrai, vous le savez bien. Je veux dire, 3% en général, ce sont des matières premières. Ça représente combien, honnêtement, dans le prix du produit fini? C'est absolument dérisoire, quasiment, ce ne sera même pas sensible. Voilà. Mais ça permet de relancer le pouvoir d'achat dans notre pays. On a quand même bien besoin de relancer le pouvoir d'achat dans notre pays. Vos salariés, vous-même, vous disent on a de plus en plus de difficultés. Donc faire financer cette hausse du pouvoir d'achat, non pas en réclamant de vous que vous augmentiez je ne sais quel salaire minimum, ce qui entraînerait pour vous des très lourdes difficultés financières, mais en faisant financer cette augmentation du pouvoir d'achat par une taxe sociale à l'importation, qui repartira d'ailleurs, et vous le savez bien, parce qu'elle touche les salaires les plus bas directement dans la consommation, avec le retour de la TVA. Voilà, je pense qu'il faut changer, encore une fois, notre paradigme, parce que les autres pays ont fait le choix de maîtriser, encore une fois, la capacité qui est la leur de faire
ou de ne pas faire avec tel pays ou avec tel produit du protectionnisme. Nous n'avons pas cette capacité-là. C'est ça, c'est à la liberté que je vous appelle. C'est à nous de décider. Ça ne peut pas être décidé par les technocrates de Bruxelles, parce que les décisions qu'ils vont prendre vont peut-être aider 5, 6, 7 pays de l'Union européenne, mais peuvent être catastrophiques pour nous. Votre situation est parallèle aussi à celle des agriculteurs. On signe un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Mais c'est un géant de l'élevage, un géant. Ça veut dire qu'on va se faire ratiboiser. Mais qui a décidé cet accord de libre-échange? Bruxelles. Mais pour nous, il est très mauvais. Donc si nous ne retrouvons pas la maîtrise de notre propre destin, si nous ne nous comportons pas comme des hommes et des femmes libres, qui maîtrisent en même temps leur destinée et leur économie, eh bien, nous allons avoir de très mauvaises surprises dans l'avenir. Et jusqu'à quand cette situation va-t-elle pouvoir durer? Jusqu'à quand on va accepter 7 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres? Vous croyez honnêtement qu'au sein de vos entreprises, la situation ne va pas se tendre? Je sais très bien que vous êtes très attachés au bien-être de vos salariés. Vous croyez qu'ils vont continuer à bien vivre correctement, dans la confiance, si cette situation continue à s'aggraver? C'est explosif. Et donc il faut faire en sorte de changer radicalement la situation que nous vivons aujourd'hui. Une dernière question là. Allez, madame. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Marie-Christine Litton, je dirige une société de location de voitures avec chauffeur dans la plus pure des traditions. Nous avons vécu pendant des dizaines d'années en intelligence parfaite avec les taxis, chacun sur sa planète, il n'y avait aucun problème. Et l'arrivée des plateformes, dont je ne donnerai aucun nom, a complètement bouleversé notre situation. Il y a des dépôts de bilan en chaîne dans notre profession parce que nous considérons qu'il s'agit d'une concurrence particulièrement déloyale. Je voudrais savoir quelle est votre position sur le sujet. Merci. Merci de votre question qui est fondamentale. Ma position sur le sujet, c'est qu'il faut mettre tout le monde autour de la table et, encore une fois, rétablir des règles du jeu, qui soient des règles du jeu qui ne permettent pas l'émergence d'un secteur au détriment d'un autre qui verrait ainsi sa mort programmée. C'est tout le problème, encore une fois, de cette nouvelle économie. Alors il y a l'ubérisation, il y a l'économie du partage, tout cela nécessite qu'on s'y attelle dès aujourd'hui. Et moi je veux absolument mettre en place une structure au sein de l'État qui va mettre l'intégralité des gens autour de la table pour réfléchir à comment est-ce qu'on remet en place les conditions d'une concurrence loyale. Le problème aussi derrière tout ça, c'est la dérégulation généralisée. On dérégule tout. Et on a quand même le sentiment qu'on cherche, par un biais ou par un autre, à la disparition des indépendants. Voilà, je vous le dis parce que c'est le sentiment que j'ai. Eux-mêmes n'ont pas ce sentiment-là. Eux-mêmes ne se rendent pas compte parce qu'ils sont souvent indépendants et qu'ils regardent leur propre profession et ils ont du mal à envisager une globalité avec les autres. Mais regardez les conséquences qu'ont toutes les mesures de dérégulation qui ont été d'ailleurs beaucoup poussées, il faut bien le dire, par M. Macron. Les notaires, les huissiers, les petits laboratoires de province, les petites pharmacies, les taxis, votre propre entreprise, et les petites mutuelles. Et je pourrais vous donner ainsi une liste très longue de gens qui, face, encore une fois, à la dérégulation générale, eh bien, commencent à comprendre que l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus que des gros acteurs, en fait, de la filière. Et voir disparaître l'intégralité de ce qu'ils appellent les petits acteurs. C'est tellement plus simple de discuter avec 3-4 gros acteurs autour d'une table plutôt que de discuter avec des dizaines de milliers d'indépendants. Mais ça pose un problème énorme. D'abord parce qu'il n'y aura plus de concurrence loyale s'il n'y a plus d'indépendants. Mais surtout, moi je suis désolé, mais une France indépendante, c'est une France des indépendants. Voilà, elle est là la réalité de la vision que j'ai du pays. Et donc je pense qu'il faut que l'ensemble de ces professions prennent conscience qu'il y a quand même une sorte de
plan programmé qui vise à la financiarisation d'ailleurs de leur profession. Hein. On ouvre le capital à des fonds de pension, à des investissements, etc. massifs. Mais quelle sera la stabilité, la solidité de ces structures et quel sera le bénéfice pour l'ensemble des Français? Ça, on n'en parle jamais. Et pour cause, parce qu'encore une fois, la conséquence va être une déstabilisation absolument majeure de notre modèle économique. Parce qu'encore une fois, comme il y a une identité nationale dans un pays, il y a une identité économique. Voilà. La France est un pays de chercheurs, d'ingénieurs. C'est un pays fondé et appuyé sur ses indépendants. C'est notre modèle. En matière d'agriculture, le modèle, c'est le modèle de l'exploitation familiale. C'est notre modèle. Tiens, j'ai oublié les agriculteurs aussi, qui eux aussi sont mis dans des telles difficultés qu'en réalité, l'objectif, c'est d'arriver à des très grandes concentrations. Donc vous voyez qu'il y a quand même une idée générale qui se dessine et qui vise à essayer de trancher les jarrets de ces indépendants qui gênent beaucoup les pouvoirs politiques, précisément parce qu'ils sont des gens libres dans leur tête, parce que leur philosophie c'est la liberté, parce que leur philosophie c'est l'indépendance. Eh bien moi, ma philosophie aussi, c'est l'indépendance. Une dernière question. Voilà. Monsieur. Je pense que vous avez raison l'épargne des Français doit rester dans les entreprises françaises. Malheureusement, aucun candidat ne propose ou ne recherche de solutions concernant les problèmes de fonds propres qui freinent des centaines d'entreprises dans leur développement et les empêchent de créer des emplois. Pourtant, les socialistes viennent de voter la relance des plateformes de cotation régionale dans chaque métropole afin de fournir aux PME un instrument de circuit court épargnant entreprises de financement fonds propres. Ces deux IB, dont je suis dirigeant, spécialistes depuis 30 ans dans le financement des PME, principalement encore à l'époque des bourses régionales, contestent la non-application de cette loi, la loi Macron. Abandonnée par les législateurs, par les élus régionaux. C'est quoi votre question? Et semble-t-il, ça arrive, je la phrase à terminer, par les candidats à la présidentielle, qui abandonnent totalement l'idée alors que vous le dites, dans le fond, d'orienter l'épargne des Français directement dans les entreprises de croissance, les PME. Vous n'en parlez pas. Oui, il faut le faire. Non, mais vous avez raison. Il faut le faire. Ça ne règle pas le problème d'ailleurs de l'accès au financement par les banques, parce que il faut quand même que les banques fassent leur boulot. D'accord? Parce que quand elles sont en difficulté, elles viennent taper à la porte des contribuables quand même. Hein, et les fonds qui leur sont avancés ne sont d'ailleurs jamais restitués. Quasiment. Or là, elles se sont très très bien portées cette année. Elles ont fait des bénéfices records. Et on a l'impression que ça va toujours dans le même sens. Donc vous avez raison sur ce sujet, mais je ne vais pas quand même, encore une fois, me priver de rappeler le rôle des banques. Mais j'ai fait une grande conférence, je vous le dis parce que si vous souhaitez d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une conférence il y a quelques jours que vous trouverez sur mon site sur la vision que j'ai du rôle de l'État dans l'économie. Voilà. C'est pas inintéressant parce que je crois que l'État et l'économie et les entrepreneurs doivent avancer main dans la main et que l'un ne doit pas être l'ennemi de l'autre. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, dans notre État-nation qu'est la France, l'État est un support important et efficace de l'économie. Et dans cette conférence, j'indiquais que je pensais qu'effectivement il fallait mettre en place toutes les incitations, et notamment évidemment fiscales possibles et imaginables, pour que les Français investissent dans les entreprises, voilà, et qu'ils deviennent les propriétaires en partie de leurs entreprises, qu'elles soient d'ailleurs moyennes ou grandes. Or, ça n'est effectivement pas le cas aujourd'hui, et c'est extrêmement regrettable, de la même manière que je souhaiterais que notre dette soit, entre guillemets, je l'ai appelée francisée,
hein, comme c'est le cas au Japon, ce qui donne une liberté et une indépendance à ce pays bien plus importante que nous qui avons, je crois, je vous parle de mémoire, hein, arrivé à ce moment de la présidentielle, les chiffres parfois s'embrouillent, mais je crois que c'est 65% de notre dette qui est détenue par l'étranger. Voilà, donc je suis d'accord avec vous, je pense qu'il faut vraiment inciter, il faut avoir un effet incitatif pour permettre aux Français d'investir dans leurs entreprises. Madame Le Pen, je vais vous poser une question assez précise sur, vous avez parlé du détachement et de votre volonté de supprimer la directive détachement. Alors, à la CPME, nous ne sommes pas contre le fait qu'une entreprise étrangère vienne travailler en France ou que des salariés étrangers viennent travailler en France. Nous-mêmes, nous le faisons à l'export. Par contre, nous sommes pour qu'il y ait une concurrence loyale et qu'effectivement, il faut lutter contre ce qu'on peut appeler la fraude au détachement. Si vous supprimez la directive détachement, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de détachement possible? Ça voudrait dire qu'il va y avoir des secteurs économiques, là où bien sûr il faut respecter le détachement, où parfois des vergers ne seront pas récoltés, des vignes ne seront pas vendangées. Ça m'embêterait de ne plus pouvoir boire de vin parce qu'on a supprimé la directive détachement. Et moi aussi, hein. Moi aussi, ça m'embêterait de ne plus pouvoir boire de vin. Mais je crois que, je suis en l'occurrence en désaccord avec vous sur ce sujet. Bon, d'abord, vous me dites, il faut lutter contre la fraude. Bah oui, c'est quand même le moins qu'on puisse faire. Mais dans l'ensemble des domaines, il faut lutter contre la fraude, évidemment. Bon, mais ça, c'est pas le problème de la directive détachement des travailleurs. Le problème de la directive détachement des travailleurs, c'est que ça n'est pas le problème que vous fassiez venir. Et je pense que, en effet, il y a un certain nombre de domaines, et je pense évidemment à l'agriculture, où de manière saisonnière, il est nécessaire, parce que, semble-t-il, il n'y a pas l'emploi sur place de faire venir des étrangers pour travailler. Mais la directive détachement des travailleurs, c'est autre chose que cela. C'est faire venir des étrangers, mais ne payer les charges que du pays d'origine. Donc, et dans le pays d'origine. Et ça, c'est inadmissible. Parce que ça crée effectivement une préférence étrangère à l'emploi. C'est-à-dire que vous avez un salarié français qui coûte, je sais pas moi, 100, et le salarié étranger qui coûte 80. Mais comment fait le salarié français pour se battre avec lui, pour le coup, cette concurrence déloyale? C'est impossible. C'est ainsi que au terminal méthanier de Dunkerque, mais c'était 60% de travailleurs détachés et qui, tous les jours, arrivaient en bus devant les chômeurs, bras croisés, qui les regardaient passer. Vous croyez que c'est ça ? Vous croyez que c'est admissible? Mais pour moi, c'est complètement inadmissible. Donc oui, je suis pour la suppression de cette directive détachement des travailleurs qui non seulement crée une concurrence déloyale pour les travailleurs français, mais crée de surcroît une concurrence déloyale pour vous, entreprises, parce que, encore une fois, si dans votre filière, 1, 2, 3 entreprises se mettent à utiliser massivement des travailleurs détachés, vous ne pouvez pas faire autrement que de prendre vous-même des travailleurs détachés. Mais jusqu'où on va? Enfin, je veux dire, c'est vraiment le cercle, encore une fois, vicieux, tel que on ne peut pas l'admettre ni au niveau des travailleurs ni au niveau des entreprises.